Madame Regnault-Roger est professeure des universités émérite à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Elle est spécialiste d'écologie chimique, de protection intégrée des plantes cultivées, de biocontrôle et de biotechnologie végétale. Elle est membre de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie nationale de pharmacie, elle a commencé d'abord par être pharmacienne, et elle est membre du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Pour illustrer ses travaux, je citerai quelques-unes de ses publications récentes. En particulier, en 2020, elle a écrit des articles sur OGM, produits d'édition du génome, enjeux réglementaires et géopolitiques, des outils de modification du génome au service de la santé humaine et animale, des plantes biotech au service de la santé du végétal et de l'environnement. Elle fait partie du groupe de travail de l'Académie d'agriculture sur le potentiel de la science pour une agriculture durable. Elle est l'auteure de très nombreuses publications scientifiques dans des revues internationales, d'une part, et d'autre part, dans des revues techniques et professionnelles. Elle a été le coordinateur de nombreux livres, dont je ne citerai que quelques-uns, sur les produits de protection des plantes, sur les enjeux phytosanitaires pour l'agriculture et l'environnement, sur les biopesticides d'origine végétale, sur la santé du végétal. Et enfin, dans un ouvrage qui s'appelle « Révolution agricole en agriculture », qui est sur le thème qu'elle a choisi de nous présenter dans cette première conférence plénière, qui est intitulée « Agriculture et chimie, une synergie plus que séculaire ». Vous avez un si large CV, Madame Regnault-Roger, que j'espère que je n'ai pas oublié de choses importantes en vous introduisant. Voilà, à vous, Madame Regnault-Roger. Comment ça marche? Parce que moi, j'ai aucun document. Alors là, ça marche avec ça. Et je pense on appuie là-dessus pour faire... c'est ça, pour faire défiler les... Alors oui, c'est ça. C'est ça, vous appuyez là-dessus, sur le bouton vert. Et si on veut pointer quelque chose sur l'écran? Alors, si on veut pointer quelque chose, alors qui sait comment marche ce pointeur-là? Parce que je ne le connais pas, celui-là. Je suis tout nouveau. Technologie. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on verra. Vous appuyez sur un bouton, vous allez bien voir ce qui fonctionne. Il va venir nous dire. Très bien, merci. Voilà. Oui. Le petit bouton vert, là, c'est pour, le gros, c'est pour avancer. Oui. Si vous allez trop vite, c'est pour reculer le rouge. Et là, vous avez le laser pour pousser. Ah, bah, c'est super. Et vous aviez trouvé tout seul. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, bonjour. Et puis, je remercie la Maison de la Chimie de nous avoir invités à ce colloque sur la chimie et l'agriculture durable, un partenariat scientifique en cours d'évolution. Moi, je dirais même que c'est plus qu'un partenariat, c'est une synergie entre ces deux sciences, et c'est une synergie qui est plus que séculaire, c'est ce que nous allons voir. Donc, avec l'agriculture, l'homme s'est affranchi des aléas de la cueillette et de la chasse, et avec un travail patient d'observation, a pu réaliser des croisements entre espèces interfertiles pour améliorer les rendements, pour améliorer la résistance au changement climatique. Et donc, dans la diapo que vous avez là, vous avez une planche qui a été réalisée donc par le CNIS, le Centre national interprofessionnel des semences, maintenant devenu CEMAE, et une planche pédagogique. Il y a un site justement au CNIS avec beaucoup de planches pédagogiques. Je dis ça pour les élèves et les étudiants. Vous n'avez pas besoin de se mettre si près, je crois, parce que ça, quand vous touchez, ça fait... Ah, ça fait d'accord. Des boum-boum. Oui, mais là, je ne m'entends pas. Vous m'entendez? Bon, très bien. Voilà. Descendant, mais n'y touchez pas. Voilà. Je n'y touche pas, d'accord. Parfait. Je ne suis pas Johnny Hallyday.
Et donc, vous voyez ici, dans cette planche, donc, ce site pédagogique remarquable que je convie tous les étudiants à consulter. Eh bien, vous voyez le processus de domestication de la théocinthe, qui est une plante originaire d'Amérique latine et qui donc est devenue, au fil des sélections, donc, ces magnifiques grains de maïs hybrides, ces beaux épis que nous connaissons. Après, bien sûr, divers travaux de croisement et puis aussi donc l'avènement de l'hybridation à la moitié du XXe siècle. Observer, mais aussi comprendre. Et donc, à travers cet exemple qui se passe en 1650, des paysans de la région de Rouen, donc des paysans normands, observent qu'ils ont une maladie dans leur champ de blé qui s'appelle la rouille noire et que si ils enlèvent des haies qui bordent les champs, l'épine vinette, eh bien la maladie disparaît. Donc ils arrachent bien sûr cette épine vinette des haies, mais il faut 2 siècles après pour comprendre le phénomène avec les travaux de Antoine de Barry, qui est un botaniste allemand, et qui démontre que cette maladie, la rouille noire, est due à un agent pathogène, un champignon, Pucina graminis, qui a besoin de 2 hôtes pour se développer. Donc en enlevant l'épine vinette, qui est un de ces hôtes, eh bien, on empêchait qu'il se développe dans le blé. Et donc on améliorait la qualité sanitaire des récoltes de blé. Alors justement, comprendre, observer et analyser, c'est tout le travail du père fondateur de la chimie moderne, Antoine de Lavoisier, qui est considéré qui vivait au siècle des Lumières, qui a donc écrit de nombreux traités, notamment le traité élémentaire de chimie, qu'il a publié à la veille de la Première Révolution, qui a établi, par exemple, la notion d'éléments chimiques, la loi de la conservation de la matière, la notion d'équilibre d'une réaction chimique. C'est vraiment le scientifique qui a donné à la chimie le caractère actuel, donc de la chimie moderne. Alors, ceci dit, Lavoisier, c'était aussi un agronome, mais ça a été un agronome manqué, parce qu'il avait la mauvaise idée de consacrer sa fortune justement à ses études de scientifiques pour développer la méthode expérimentale en chimie, et sa fortune venait du fait qu'il était fermier général, donc il percevait les impôts pour le roi. Donc là, la Révolution française, pendant la période de la Terreur, ne l'a pas manqué, et donc il s'est fait décapiter en place de Grève. Donc agronome manqué, mais d'autres ont pris la relève, ce sont ceux qu'on appelle les pères de la chimie agricole moderne. Donc on va en citer 3, qui ont vécu au XIXe siècle. Justus von Liebig, allemand, qui est cependant un élève de Gay-Lussac et qui a fait ses études à Paris avant d'avoir la première chaire de chimie agricole créée dans une université, c'était à l'université de Gießen en Allemagne. Ensuite, on peut parler aussi de Jean-Baptiste Boussingault, lui il est français, mais alors il a eu aussi une vie très riche, notamment ça a été un compagnon de Simon Bolivar, en Amérique du Sud, donc il a participé à toutes ces révolutions qui ont libéré du colonialisme espagnol l'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud, et puis il est revenu en France pour développer donc la chaire de chimie agricole au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Et puis on citera aussi le Britannique John Law qui lui a acheté un manoir, le manoir de Rothamsted, qui existe toujours, mais qui est devenu un centre international de recherche scientifique très réputé, le Rothamsted Research Center. Donc tous ces pères de la chimie agricole, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont développé des travaux sur la méthode expérimentale et scientifique qu'avait établi Lavoisier, pour comprendre le rôle des nutriments, le rôle du sol, le rôle de la lumière, le rôle de l'eau dans la croissance de la plante, donc faire de la physiologie végétale et cellulaire. Et ils ont développé aussi donc, la notion d'engrais et de fertilité des sols. Donc vous le voyez à travers ces regards, eh bien, la chimie est indispensable pour comprendre le mécanisme
fondamentale des organismes vivants. Et j'en veux pour preuve cette mitochondrie que vous voyez ici, au microscope électronique, qu'on appelle la machine énergétique, ou la cellule énergétique, l'entité énergétique de la cellule, qui abrite dans sa structure des modifications d'acides organiques qui vont donner de l'énergie à la cellule sous forme d'ATP. Et je vous parle bien sûr du cycle de Krebs, ici, qui a été établi dans les... qui a été donc établi au niveau de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. D'ailleurs, c'est à cette période que Karl Neuberg a pensé qu'il était important de différencier la chimie qu'on pratiquait à celle qui s'appliquait spécifiquement aux êtres vivants, parce que par exemple le pH n'est pas le même, c'est un pH 7 et pas un pH 0. Et bien donc il a donc proposé le terme de biochimie pour cette chimie appliquée à la biologie. Un autre exemple du rôle fondamental de la chimie pour comprendre le fonctionnement des êtres vivants, c'est le rôle des médiateurs chimiques dans la communication entre organismes, alors que ce soit au sein d'une espèce, on appelle ça la communication intraspécifique, et par exemple ce sont les phéromones que vous connaissez, ou bien la communication entre les espèces, et c'est par exemple les molécules de défense des plantes contre leurs bioagresseurs, c'est par exemple les allomones végétales. Et donc cette discipline, donc ces observations ont donné lieu à l'essor d'une nouvelle discipline, l'écologie chimique, qui a été formalisée en 1970, d'une part par deux livres, celui de Sondheimer et Simeone, qui sont deux Américains qui ont écrit un premier livre, et complété par celui du Britannique Jeffrey Harborne en 1972. Alors, quelles sont les applications de cette compréhension du rôle des médiateurs chimiques? Eh bien, je pense qu'un conférencier va en parler plus avant dans la conférence. C'est par exemple l'utilisation de ces phéromones pour mettre en place un biocontrôle par confusion sexuelle. Donc vous voyez ici, vous avez on met des diffuseurs, par exemple dans la vigne. Alors pourquoi la vigne? Parce que c'est une méthode, la biocontrôle, c'est une méthode qui est assez chère. Donc il faut des cultures à haute valeur ajoutée. La vigne de Champagne s'y prête très bien, dans le Valais et le canton de Vaud en Suisse aussi, d'autant qu'ils sont subventionnés. Et on met un diffuseur qui va saturer l'atmosphère en phéromones, et le pauvre mâle ne sait plus où est la femelle et se laisse piéger. Ça diminue bien sûr la reproduction de l'insecte ravageur. Donc on vient de le voir, la chimie et agriculture, c'est un partenariat indissociable, notamment pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des organismes vivants, pour améliorer le fonctionnement des agrosystèmes, par exemple le rôle des nutriments, et puis aussi donc dans la protection des cultures contre les bioagresseurs. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur cet aspect, parce que vous savez qu'actuellement il y a une grosse controverse, c'est est-ce que l'agriculture doit utiliser des pesticides organiques de synthèse? Est-ce que l'agriculture doit utiliser de la chimie? C'est un gros mot apparemment, mais moi je vais vous montrer que pas forcément. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bioagresseur? Bien, un bioagresseur, c'est par exemple ce charmant campagnol qui mange les racines et donc fragilise la culture. Ça peut être aussi cette chenille sur les épis de maïs qui, avant de devenir un papillon, grignote les épis, perfore les tiges du maïs et fragilise la culture. C'est aussi ces bactéries pathogènes qui donnent de la pourriture, comme celle que vous voyez sur la pourriture grise de la vigne, ou bien ces vers qui sont des nématodes qui provoquent des kystes et bien sûr qui empêchent le bon fonctionnement du système racinaire de la plante. Et puis aussi ces charmants coquelicots que certains portent en avant et comme emblème d'une agriculture nouvelle, ces coquelicots qui sont peut-être jolis mais qui vont diminuer les rendements des cultures dans la mesure où elles sont en concurrence avec l'eau et avec les nutriments dans la parcelle. Et donc on préfère éviter la fleur adventice
pour ne pas baisser trop les rendements d'une culture, sans compter que certaines adventices, elles, sont toxiques, par exemple, comme le datura. Il vaut mieux surveiller qu'elles ne soient pas dans la parcelle. Donc, les hommes se sont attachés très tôt à lutter contre les bioagresseurs des cultures, et en particulier, donc, dès le 19e siècle et le 20e siècle aussi, vous pouviez voir donc ces foules, je dirais, ah pardon. Voilà, donc ces nombreux paysans qui étaient dans les parcelles en train de sarcler, labourer, etc. Un tableau aussi terrible qui montre bien la condition paysanne de l'époque, ce sont les sarcleuses de lin d'Émile Claus, qui est un peintre flamand, où les femmes sont agenouillées pour arracher une à une les mauvaises herbes. Et puis aussi dans les joies de cette époque, eh bien, les enfants des écoles, à l'époque, les enfants des écoles, ils avaient congé le jeudi et pas le mercredi. Eh bien, leur jeudi n'était pas occupé à aller s'amuser ou à aller faire du foot, mais ils étaient réquisitionnés par les préfets pour aller participer à des campagnes de hannetonnage, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés, sous la surveillance de leur instituteur, de ramasser des dorifores et d'autres insectes nuisibles des cultures. Ce qui fait qu'à cette époque, il y avait une maladie qui était décrite dans les cabinets médicaux et qui avait ce nom champêtre, qui s'appelait justement l'applicature champêtre. Alors l'applicature champêtre, c'est pas du tout champêtre, c'est une syphose, une déformation de la colonne vertébrale qui donc intervenait parce que justement le paysan ou la paysanne avait été trop courbé pendant le travail des champs. Alors ceci pour vous dire que quand on a compris que certaines substances chimiques minérales pouvaient permettre de lutter contre les bioagresseurs, ça a été un certain soulagement dans les campagnes. Et l'exemple type, c'est bien sûr la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise qui a été mise au point par deux professeurs de l'université de Bordeaux, Alexis Millardet et Ulysse Gaillon, qui avaient, en se promenant dans le Bordelais, dans la région de Pessac, je crois, avaient constaté que les vignes qui avaient été sulfatées donc étaient moins attaquées par le mildiou que celles du milieu de la parcelle qui ne l'avaient pas été. Alors pourquoi on avait sulfaté les vignes du bord de la parcelle et pas celles du milieu? Eh bien c'est parce qu'il y avait des maraudeurs qui piquaient les grappes de raisin. Et donc quand ils avaient volé une grappe de raisin, ils étaient tout bleus. Et donc on pouvait leur dire qu'ils avaient fait un méfait. Donc c'était pour les dissuader. Et donc avec cette observation judicieuse, eh bien, ces deux professeurs de l'université de Bordeaux ont mis au point, en plus 3-4 ans au moins, une formulation chimique qu'on appelle la bouillie bordelaise et qui est toujours utilisée, comme vous le savez, actuellement dans l'agriculture biologique notamment. Donc d'autres substances minérales ont été développées pour lutter contre les bioagresseurs ou bien contre les mauvaises herbes. Je recommande le chapitre d'un de mes confrères, Jean-Louis Bernard, dans un livre qui s'appelle « 100 ans du végétal » et qui en fait un peu l'historique. Donc ces substances donc, se développent. Parmi les substances aussi qui se sont développées à cette époque, on avait observé les propriétés herbicides de l'acide sulfurique. Alors vous imaginez de l'acide sulfurique pulvérisé sur les cultures. Les chevaux et les paysans qui les utilisaient n'étaient pas en grande forme à la fin de la journée. Donc, toute cette industrie basée sur le minéral et aussi sur quelques molécules organiques se développe. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et des grands groupes de chimie se sont constitués sur la base de ce développement, sur la base aussi du développement des engrais appliqués à l'agriculture et de bien d'autres substances de la chimie. Donc vous voyez ici des groupes qui sont à la fois britanniques, américains, allemands et même suisses aussi. Donc nous arrivons à la Seconde Guerre mondiale et là il y a un produit organique de synthèse, le DDT, qui va gagner la guerre. Alors il va gagner la guerre, pourquoi? Alors le DDT, c'est une substance qui est connue depuis 1874, c'est un Strasbourgeois qui l'a synthétisé. Donc c'est le dichlorodiphényltrichloroéthane.
Et simplement, on a découvert ses propriétés insecticides à la fin, juste au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est un Suisse, Müller, qui travaillait pour Ciba, qui met en évidence que c'est un insecticide. Se pose le problème, que va-t-on faire de cette découverte? Et Ciba et Müller ont décidé, ils vivaient en Suisse allemande, hein, donc ils voyaient très bien ce qui se passait en Allemagne, nous sommes dans l'Allemagne nazie à cette époque-là, et donc ils décident de donner ce brevet, cette invention, à l'armée américaine. Et l'armée américaine va le classer secret défense pendant toute la Seconde Guerre mondiale. On ne saura pas ce que c'est, ce produit miracle, qui permet d'assainir les camps de prisonniers et permet aussi d'éviter d'avoir une meilleure condition sanitaire dans les armées. Et en particulier, donc, un des faits d'armes du DDT, c'est d'avoir jugulé une épidémie de typhus pendant la Seconde Guerre mondiale, la campagne d'Italie en 1943, le siège de Naples. Auréolé de ces succès de lutte contre les vecteurs d'épidémie, notamment le pouls vecteur qui donnait le typhus, eh bien, on a utilisé le DDT à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment en Inde, pour limiter donc le paludisme en luttant contre les moustiques qui transmettent cette maladie. Et donc, il y a de nombreux sites en Inde qui sont consacrés au DDT en montrant tous les bienfaits que ça a généré à cette époque-là. Donc, nous sommes à la belle époque des pesticides organiques de synthèse, avec différentes propriétés, insecticides, fongicides contre les champignons, herbicides, rodenticides, etc. Et donc, c'est des produits qui ont beaucoup de succès parce qu'ils sont efficaces, faciles à utiliser et pas chers. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on s'aperçoit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rendements en céréales explosent. Alors, il n'y a pas que l'utilisation des pesticides organiques de synthèse, mais il y a aussi, bien sûr, l'amélioration variétale, et puis il y a aussi donc les engrais qui participent à cette explosion des rendements. Jusqu'à ce que nous sommes en 1962, une biologiste marine américaine, Rachel Carson, constate que des populations d'oiseaux piscivores, donc qui mangent des poissons, ont des coquilles d'œufs qui sont fragilisées et donc que leur reproduction devient plus difficile. Et donc elle tire une sonnette d'alarme en disant et si le printemps venait silencieux, si on n'avait plus d'oiseaux. Et donc on s'aperçoit qu'on constate que le phénomène, c'est le fait qu'on a épandu une toute petite quantité d'un dérivé du DDT dans un lac et qu'il se soit concentré le long de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle la bioamplification. Alors, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que, mais on va le revoir la diapo suivante, oui, c'est que justement, on constate que certaines molécules qu'on a utilisées très largement, eh bien, ont des propriétés qu'on ne soupçonnait pas au départ. C'est une méconnaissance scientifique, donc les progrès, la science, ça se construit pas à pas, hein, avec des expérimentations. Et donc, on constate que certains organochlorés, enfin les organochlorés de façon générale, sont des composés qui sont très rémanents ou persistants et qu'on les retrouve justement en bioamplification ou bien en bioconcentration dans la chaîne alimentaire. Et donc, pourquoi il faut repenser l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de synthèse? À cause de ces inconvénients, bien sûr, et en tenant compte du progrès des connaissances. Donc, une procédure, par exemple, de réhomologation de ces substances a été effectuée entre 1992 et 2008 dans l'Union européenne, et vous voyez que le nombre de substances autorisées est descendu jusqu'à 300 et partait de 900, donc 2/3 de substances non renouvelées. Et puis aussi dans les démarches vertueuses pour utiliser les pesticides organiques de synthèse, on peut signaler la création du groupe Adivalor qui, à l'initiative de l'UIPP, l'Union des industries de protection des plantes, qui collecte les déchets phytopharmaceutiques, non seulement qui les collecte, mais qui les recycle pour faire des choses intelligentes. Des bioplastiques, par exemple. Et puis, on peut aussi améliorer la précision des épandages en améliorant le matériel, par exemple les buses, et pour éviter les dérives. Et puis aussi, on peut utiliser des caméras, par exemple, que l'on met sur les tracteurs
Ces caméras donc, vont commander des tronçons automatisés qui vont faire des traitements localisés sur les parcelles, juste à l'endroit où on en a besoin. On parlera aussi dans cette agriculture de précision des analyses d'images satellitaires et puis aussi de l'utilisation des drones. Donc tout un développement de l'agriculture actuellement qui vise à traiter quand il le faut, là où il le faut, à la dose qu'il faut. Bien sûr, développer la recherche, c'est indispensable et l'Union européenne, à travers ses programmes cadres, a développé plusieurs programmes, notamment donc, le programme Endure. On peut aussi signaler une démarche qui est poussée actuellement par les pouvoirs publics, la démarche de biocontrôle, mais on en parlera ultérieurement dans la journée, l'agroécologie aussi, et une démarche, alors l'amélioration variétale avec les techniques, la révolution de la technique génomique, de modification génomique, c'est par exemple le CRISPR, on en parlera aussi, et puis aussi une démarche de dialogue avec, entre producteurs de produits phytopharmaceutiques et puis aussi les agriculteurs et également donc les consommateurs à travers la démarche Le siècle vert développée par l'UIPP. Alors, je termine bientôt. On m'a demandé de vous parler d'un exemple qui montrait qu'actuellement, il y avait vraiment une campagne médiatique qui était biaisée sur l'utilisation des pesticides organiques de synthèse, car qu'on en débatte, oui, mais qu'on donne des fausses informations, ça c'est intolérable. Donc des émissions médiatiques biaisées, Cache Investigation, vous connaissez, les campagnes aussi d'ONG qui sont un peu mensongères, Génération Future, qui flirtent toujours à la limite de la suspicion et du sous-entendu, et ce qui fait que c'est très difficile à démontrer. Alors donc, ces campagnes essaient de vous dire que vous mangez une alimentation qui est bourrée de résidus de pesticides. Alors déjà, il faut savoir que les limites maximum de résidus sont ici, sont très basses par rapport à la dose efficace sans effet, donc vous voyez la marge de sécurité. Et puis, donc, il y a toute une démarche de surveillance, d'abord de la DGCCRF, la répression des fraudes en France, une démarche aussi de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, tout française, et puis au niveau européen, l'EFSA, qui fait des prélèvements chaque année, environ une centaine de mille dans toute l'Union européenne, et qui analyse les résidus pesticides. Ils analysent à peu près, je crois, 300 résidus de pesticides dans ces échantillons. Et donc, on constate que 97% de ces échantillons sont bien en dessous des LMR, ou même n'ont pas, pour plus de 50%, n'ont pas du tout de résidus pesticides. Mais donc, si vous êtes intéressé par ça, je fais un peu de publicité, vous pouvez lire le livre « Résidus, idées reçues et agriculture » où il y a un excellent chapitre que j'ai écrit sur la question. Ça, c'était mon côté pub. Et puis, si vous êtes encore inquiet, merci. Encore inquiet, je vous signale une démarche remarquable de jeunes agriculteurs qui s'est créé donc en 2018 un collectif donc Nouveau Champ et qui rassemble actuellement 60 marques. Et donc c'est une démarche pour garantir aux consommateurs l'absence totale de résidus de pesticides certifiés par des analyses COFRAC. Et donc, ça a commencé donc, au niveau des fruits et légumes. Donc, cette démarche, notamment, a démarré dans la région de Marmande et est très répandue dans le sud-ouest de la France. Mais alors, je crois qu'il y a un groupe breton qui s'y est mis et puis des groupes distributeurs aussi. Donc, le collectif Nouveau Champ, je vous conseille d'aller sur leur site. Et comment font-ils pour avoir zéro résidu de pesticides? Eh bien, ils font justement, et on va en parler pendant la conférence, ils font une combinaison de différentes... Je me suis trompée. Ils font une combinaison de différentes approches pour limiter et utiliser intelligemment, avec parcimonie, les pesticides organiques de synthèse.
Et enfin, pour terminer, donc, on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture a une double exigence, augmenter la productivité pour nourrir 2050 10 milliards d'habitants, respecter la finitude de la planète, et ça, on en a eu conscience au cours des 50 dernières années. Et donc, la nécessité, c'est de mobiliser toutes les compétences scientifiques et technologiques, sans a priori idéologique ou politicien. Et j'espère vous avoir démontré que la chimie est bien une des clés de l'agriculture durable. Et la conclusion sera le magnifique sourire d'Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, prix Nobel de chimie 2020, qui ont donc, auteurs d'une invention, pour améliorer pour améliorer les variétés, donc, qui est le CRISPR-Cas9, une technique d'édition génomique. Voilà, je vous remercie de votre attention.